président, Monsieur Rémi Chabriat, qui va se connecter un tout petit peu plus tard. Il est sur un colloque en distanciel du CIB autour notamment du bois énergie. Il va nous rejoindre sur les coups de midi 15, midi 20. Il m'a demandé donc d'assurer les propos introductifs de cette réunion, en sachant que voilà, un cycle de 6 épisodes sous la forme d'une web-série a été organisé sur la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments publics. On a eu 2 événements ou 2 épisodes antérieurement sur les enjeux de la rénovation énergétique du patrimoine bâti public, le 13 avril, et puis plus récemment, le 4 mai de mémoire, c'était sur un patrimoine plus économe et plus confortable, avec un exemple des plus probants qui était celui de la ville de Na, qui a réalisé en presque une dizaine d'années une baisse de consommation assez conséquente, de 44% de ses consommations et de 24% de ses dépenses d'énergie. Donc on poursuit cette web-série avec la thématique du jour, qui est plutôt sur le volet réglementaire, parce qu'il est important d'avoir aussi ces éléments-là en tête. Alors, on est à peu près une bonne quarantaine de personnes à s'être inscrits à cet épisode-là, en sachant que, pour rappel du cadre de cette série, le préfet de région avait souhaité à l'époque lancer à l'échelle de chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui est appelé un comité départemental de la transition énergétique, le CDTE. La réunion de lancement avait eu lieu ici à Clermont-Ferrand le 2 juillet 2019, et il y a eu l'expression d'un certain nombre d'élus de travailler justement sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti public, notamment celui des collectivités, que ce soit des communes et des intercommunalités. Et ce comité départemental est coprésidé par le préfet de département et le président de la région, représenté ici à l'échelle du Puy-de-Dôme par Frédéric Bonichon, qui avait souhaité que nous, ADUM, Agence locale de l'énergie et du climat, nous puissions être présents aux collectivités, au département de l'État, de la du département, dont je salue ici les représentants, pour pouvoir travailler à ce groupe de travail sur la rénovation énergétique du patrimoine bâti public. Alors, on a déjà eu pas mal de réunions entre nous pour voir ce qu'il était possible de faire déjà dans un premier temps, en sachant qu'il y a déjà des choses qui ont été faites depuis lors. Et puis, un des premiers constats, c'était justement de dire, voilà, il y a la nécessité de rappeler les enjeux en matière de rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités territoriales et faire un peu de prosélytisme pour rappeler les enjeux, le champ des possibles, des pistes d'action et autres. Et bien évidemment, la question du réglementaire est venue tout de suite sur le devant de la scène, d'où l'épisode de ce jour sur cette thématique-là. Alors, ces épisodes, ils sont à destination des élus, des services des collectivités, et qui plus est, bien des nouveaux élus qui viennent juste d'arriver, sur lesquels il est important de faire un rappel, des rappels théoriques, mais aussi des illustrations, d'où la présence de la SPL OSE qui interviendra tout à l'heure. Alors, sur la partie réglementaire, bien évidemment, nul n'est mieux placé que l'État pour rappeler le contexte réglementaire. Alors, sur 3 points importants, un sur le décret tertiaire, en sachant qu'on a proposé à chacun des EPCI adhérents à l'ADUM de faire en conseil communautaire. On va faire dans les prochaines semaines un éclairage sur l'activité des bâtiments et la qualité de l'air intérieur, notamment dans les équipements recevant des jeunes publics ou en tout cas des publics fragiles. Donc, je voulais présenter mes plus vifs remerciements aux techniciens de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, en l'occurrence Alexandre Breteau, Gwen Davaille, Christelle Soré, pour leurs interventions et éclairages. Et puis, Alexandre Breteau parlera sur des exemples concrets de réalisation de témoignages, donc d'où la place de 2 Philippe, Philippe Ladet et Philippe Truchy. Philippe Truchy étant le directeur de la SPL, Société publique locale OSE, qui intervient en question de mémoire sur laquelle. Pour terminer, c'est vraiment une série, une web-série, sur 6 épisodes, au 3e, 3 heures, sur le même sur comment organiser une rénovation globale. Ça peut intéresser les collectivités. On commence par quoi?
compétences pour aboutir. Numéro 5, ça sera misé sur les énergies renouvelables et les matériaux biosourcés pour orienter l'économie locale sur les voies de la transition. Ce 5e épisode se déroulera le 15 juin prochain. On prendra bien évidemment soin de vous rappeler tout ça. Et puis, l'épisode numéro 6, quel financement public existant et autres aides pour pouvoir rénover son patrimoine. Ça sera à la fin du mois, le 29 juin 2021. Voilà. Un grand merci donc aux intervenants, un grand merci aussi à l'État, la région, le département de nous avoir confié la tâche d'organiser cette web série. Voilà, je vais céder tout de suite la parole à Alexandre Breteau. N'hésitez pas à couper vos micros, vos caméras aussi pour laisser un peu de bande passante. Et n'hésitez pas à vous servir aussi du chat qu'on va surveiller de près au cas où il est question pour pouvoir les relayer auprès des intervenants. Voilà, merci. Alexandre, la parole est à toi. Merci Sébastien, merci pour cette introduction dont on a compris l'essentiel malgré quelques petits soucis de connexion. Et voilà, on a bien compris la remise dans le contexte. Je t'en remercie. J'en profite pour remercier les services de la DUM pour l'organisation et le support logistique communication qui garantissent le succès de ces présentations, de cette web-série. Comme vous l'a dit Sébastien, nous ferons une présentation en 3 temps à 3 paroles différentes avec mes collègues que je laisserai se présenter. Pour ma part, Alexandre Breteau, je suis chargé de mission transition écologique à la DDT. J'interviens en accompagnement de projets sur des projets d'énergie renouvelable dans le département. J'interviens en accompagnement d'élaboration et de suivi de mise en œuvre des plans climat-air-énergie au sein des EPCI qui se lancent dans l'aventure. Et j'interviens, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en tant qu'animateur ou participant des différents groupes de travail du CDTE évoqués par Sébastien Contamine. Donc notre présentation, elle est en 3 temps. Un, forcément centré sur le décret tertiaire, puisqu'on est bien sur la thématique des enjeux de rénovation énergétique des bâtiments, et notamment des bâtiments tertiaires. Mais on s'est autorisé à faire aussi un petit pas de côté avec mes collègues en abordant 2 autres thématiques réglementaires que sont l'accessibilité des bâtiments et la qualité de l'air intérieur, qui sont connexes avec cette thématique et qui peuvent être prises en compte dans des démarches de rénovation globale pour optimiser les moyens financiers, les contraintes et organiser des travaux conjoints qui permettent de se mettre en régularité avec les différentes réglementations. On a fait le choix aussi de ne pas faire quelque chose d'exhaustif sur toutes les réglementations qui s'appliquent. Il nous aurait fallu beaucoup plus qu'1 heure. Donc, je vais attaquer pour ma part sur le décret tertiaire, donc sur la diapo suivante, juste pour revenir sur les principes généraux et sur le contexte dans lequel cette démarche s'inscrit. La France s'est engagée dans les accords de Paris en 2015 à faire les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à l'horizon 2100. Et cette ambition, elle est traduite dans la stratégie nationale bas carbone qui vise à l'horizon 2050 une société française complètement décarbonée, c'est-à-dire avec un bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui sera nul. L'ensemble des activités, l'ensemble des branches de la société sont évidemment concernées, et en premier lieu le bâtiment, qui doit faire cette transition pour être lui aussi zéro carbone à l'horizon 2050. Par rapport à l'état des lieux actuel, la partie bâtiment, donc résidentiel et tertiaire, représente 20% des émissions de gaz à effet de serre et 29% des consommations d'énergie. On voit que la marche est importante pour, d'ici 30 ans, se ramener à un 0% en GES. La stratégie, elle est donc double. Il y a nécessité d'opérer une transition énergétique, c'est-à-dire de se séparer des énergies carbonées, qui sont le pétrole, le gaz, d'une part, mais également, et c'est son corollaire, se séparer de ces énergies qui présentent certaines vertus en termes de densité d'énergie, de transport de l'énergie, les remplacer par des énergies non émissives, mais tout en ayant à l'esprit qu'on ne pourra pas remplacer 1 kWh d'énergie pétrole par 1 kWh d'autre chose de façon aisée. Donc le deuxième pendant de cet objectif, c'est d'assurer aussi des économies d'énergie qui permettront justement de se séparer de ces énergies émettrices de gaz à effet de serre. Sur la diapo suivante, pour faire un zoom un peu plus particulier sur les consommations du domaine tertiaire dans le Puy-de-Dôme en 2016, donc ce sont des données qui sont publiques, disponibles sur le site internet de l'ORCAE, qui est un observatoire régional. On s'aperçoit assez facilement que les consommations d'énergie, pétrole et gaz, donc pétrole c'est PP en vert sur ce schéma,
représente près de 40% des consommations du domaine tertiaire dans le département. Ce qui vient confirmer que la marche, on n'est pas exclu de l'effort à fournir sur le département sur cette thématique. Sur l'écran suivant, pour rentrer un peu plus dans le détail sur les usages de ces énergies et se rassurer aussi d'une certaine façon, ici le schéma vous présente l'évolution des consommations d'énergie pour certains usages entre 2012 et 2016. Ce qui est réconfortant d'une certaine façon, c'est qu'on voit que l'action est déjà en cours, la plupart des courbes étant à la baisse. Je prendrai comme exemple la bleue claire sur l'éclairage, où on voit que les consommations ont baissé de plus de 15% sur ces 4 années, lié évidemment au fait de changements de normes sur les ampoules et systèmes d'éclairage, mais aussi lié au fait au changement de comportement, d'habitude, de modulation et de régulation des systèmes d'éclairage. Donc on voit que l'action est déjà en cours. Le point plus négatif dans ce schéma, c'est qu'on voit qu'on a 2 thématiques qui continuent d'augmenter. C'est le chaud et le froid, c'est le chauffage et la climatisation. En plus, ces parts-là qui continuent d'augmenter sont les usages les plus consommateurs en énergie. Donc c'est plutôt très négatif par rapport à la tendance que l'on souhaite imprimer pour aller vers des économies d'énergie. Cela invite donc à avoir cette réflexion autour des rénovations globales pour intervenir sur les enveloppes des bâtiments, par des travaux d'isolation notamment, pour diminuer cette pression de consommation au chaud et au froid, donc en confort d'hiver ou en confort d'été. Si on passe sur la diapo suivante, du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est le décret tertiaire, puisque c'est bien ça l'aspect réglementaire qui va cadrer mon intervention. Vu les constats que je viens de partager avec vous, la loi Elan, dans son article 175, rendait obligatoire des économies d'énergie au sein des bâtiments tertiaires. La déclinaison de cet aspect législatif, c'est l'élaboration du décret dit tertiaire, publié en juillet 2019, qui a été complété récemment par 2 arrêtés dits méthodes, des arrêtés assez techniques, dans lesquels on ne va pas rentrer en détail parce qu'on n'a pas le temps et ça serait contre-productif, mais dont on va essayer de vous partager un peu l'esprit et les principes. À noter que d'autres arrêtés sont attendus en complément d'information pour préciser certaines modulations pour certains types de bâtiments. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Sur la diapo suivante, pour rentrer dans le cœur du décret, quels sont les bâtiments concernés? Bon, le décret s'appelle tertiaire et ça a tout son sens. Tous les bâtiments tertiaires sont potentiellement concernés. Ça va donc recouvrir une bonne part des bâtiments qui sont en gestion communale ou intercommunale, tels que tous les sites d'activités sportives comme les piscines, les gymnases et autres, mais également potentiellement les mairies, les écoles, les groupes scolaires. Donc on voit que vous êtes potentiellement concernés en premier lieu. Un des premiers éléments d'analyse qui est indiqué dans le décret, c'est l'analyse par la surface de plancher intérieur. Les bâtiments qui seront assujettis à l'application du décret sont ceux dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m². Avec quelques petites spécificités qu'il faut pouvoir intégrer, avoir à l'esprit au vu des configurations de bâtiments que vous pouvez avoir. À titre d'exemple, une école qui fait 1200 m² de plancher, voilà, la question ne se pose pas, l'école est assujettie. Si vous êtes dans une configuration où vous auriez plusieurs bâtiments séparés, mais sur une même unité foncière qui appartient à la commune, vous pourriez malgré tout être concerné. Je m'en explique. On peut trouver dans des communes, de façon assez générale, le schéma où l'école et la mairie sont séparées simplement par la cour d'école et que l'ensemble de la parcelle foncière appartient bien à la commune. Dans ce cas, si l'école fait 800 m² et la mairie 600 m², la somme des deux faisant 1400, l'ensemble des bâtiments serait assujetti au décret tertiaire. Voilà un premier élément d'analyse qui permet de préciser quel est le périmètre qui s'applique. Il y a d'autres aspects un peu plus particuliers à regarder. Je ne peux pas vous détailler là tout de suite toutes les situations particulières, mais évidemment, on pourra y revenir et je vous indiquerai quels sont les supports d'information que vous pouvez trouver pour obtenir des réponses. Sur la diapo suivante, pour rentrer dans les obligations qui sont celles du décret, il y en a 5 identifiées, on va prendre le temps de les détailler.
La première obligation, elle est liée à l'identification des bâtiments concernés, c'est de déclarer ces bâtiments qui sont concernés. Cette déclaration, elle doit être faite par tous les propriétaires de bâtiments tertiaires, qu'ils soient privés ou publics, et donc les communes et les intercommunalités sont concernées. Et pour ce faire, a été mis en place une application qui s'appelle Opera, O-P-E-R-A-T, qui est une application qui a été développée par l'ADEME, dont vous trouvez le lien ici à l'écran. Cette application vous permettra, suite à la création d'un compte, justement d'identifier l'ensemble des bâtiments, par leur nature, par leur surface, leur localisation évidemment, directement sur le site. Donc ça, c'est le premier travail à réaliser, et ce, avant septembre de cette année. Le deuxième temps qui est prévu dans cette réglementation, c'est de définir une année de référence de consommation d'énergie. C'est-à-dire que pour pouvoir évaluer des économies d'énergie, il faut bien pouvoir s'appuyer sur un état zéro. La définition de cette année de référence, c'est pour justement identifier quelle est la situation actuelle de consommation d'énergie de votre bâtiment. Cette année de référence, elle est identifiée entre 2010 et 2020, sur la base d'éléments que vous auriez à disposition, notamment des factures de fournisseurs d'énergie. Dans un troisième temps, il y a la nécessité, pour pouvoir suivre l'évolution des consommations d'énergie des bâtiments, que soient déposées sur cette plateforme toutes les informations utiles à la consommation d'énergie d'année en année. Donc, ce qui est attendu, c'est que chaque année, un rendez-vous est donné au plus tard au 30 septembre à chaque propriétaire pour déclarer les consommations de son année N-1. Par exemple, ça veut dire que pour l'année 2027, vos consommations d'énergie devront être déclarées dans l'application avant le 30 septembre 2028. L'accumulation des informations sur l'année de référence, qui est un état zéro, et les consommations des années à venir, 2022, 2023, etc., permettra de faire cette comparaison et d'identifier les économies et voir si votre bâtiment est sur la bonne trajectoire pour tenir les objectifs qui sont définis juste après. C'est justement le quatrième point de l'obligation réglementaire, et c'est le cœur du sujet. Quels sont les objectifs d'économie d'énergie attendus pour ces bâtiments? La première entrée que l'on fait, c'est de se dire qu'en 2030, 2040 et 2050, les bâtiments devront opérer des économies d'énergie de 40%, 50% et 60% par rapport à leur année de référence. J'y reviens dans la slide d'après, on va regarder en détail comment ça s'applique. Non, je reviendrai sur celle d'avant, pardon Stéphanie. Il reste un dernier point d'obligation, c'est un affichage obligatoire au sein des bâtiments. L'application Opera, une fois que vous aurez réalisé l'ensemble des actions au fur et à mesure de déclaration de consommation et d'autres références, vous permettra d'éditer une affiche indiquant justement quelle est la performance du bâtiment. Est-ce qu'il a fait des très bonnes économies, des très très bonnes, et cet affichage est obligatoire pour l'ensemble des sites. Sur la slide suivante, je vais revenir du coup sur les objectifs de consommation, puisque la première objection que vous pourriez faire pour certains d'entre vous, c'est de dire on me demande de faire 40, 50, 60% d'économie d'énergie, alors que mon école, elle vient d'être construite en 2017, elle est déjà très performante. On me demande un effort quasiment surhumain. Effectivement, le législateur l'a intégré dans le décret, de prendre en compte les bâtiments qui sont déjà exemplaires, ou tout du moins qui ont déjà engagé une vraie transition. Donc en fait, 2 options sont à prendre en compte pour évaluer de la réussite ou de l'atteinte des objectifs. Le premier, c'est celui que je vous ai présenté, donc c'est des économies de 40, 50, 60% aux horizons 2030, 2040, 2050. Ou une autre option qui est une consommation d'énergie inférieure à une valeur absolue. Pour vous expliquer ça par l'exemple, c'est certainement le plus simple. Je vais prendre des chiffres qui n'ont pas du tout valeur réelle, mais qui sont à titre d'exemple justement. Imaginons que vous ayez une école très récente qui a une consommation assez faible. Les arrêtés méthodes que j'évoquais au début, qui sont venus compléter le décret tertiaire, définissent des valeurs absolues par nature de bâtiment. Pour une école, imaginons que cette limite, elle soit à 100 kWh par mètre carré et par an. Si vous avez une école récente, très performante, qui ne consomme que 150 kWh par mètre carré et par an aujourd'hui, il apparaîtrait difficile de vous demander de faire des économies de 40, 50, 60%.
Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de vous ramener au niveau de la valeur absolue de 100 kWh par mètre carré. Là, l'effort, il est de 33% à l'horizon 2050. Par contre, si vous avez un bâtiment ancien, un bâtiment scolaire qui n'a pas connu de travaux de rénovation, qui a été construit dans les années 70, très très énergivore, peut-être que votre consommation aujourd'hui est de 400 kWh par mètre carré. Et auquel cas, le moins 50, moins 40, moins 50, moins 60 va vous ramener à un objectif qui sera de l'ordre, si mes calculs sont bons, de 150, 160 kWh par mètre carré. Et c'est cet objectif-là qu'on vous demandera d'atteindre et non pas la valeur absolue. Vous voyez, il y a 2 critères à prendre en compte, mais il suffit de respecter l'un des 2 pour se conformer aux obligations du décret tertiaire. En espérant avoir été clair, mais on pourra y revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Sur la slide suivante, Opera tient compte de nombreuses informations pour adapter l'analyse qui sera faite des données qui seront saisies par les propriétaires. La première adaptation, je viens de vous l'évoquer juste avant, c'était justement de définir 2 critères pour tenir compte de l'âge d'une certaine façon, de la performance actuelle du bâtiment par rapport à ses objectifs. Évidemment, chaque bâtiment n'est pas équivalent suivant sa nature, son mode de chauffage, sa localisation. Et c'est justement les adaptations qui se font dans Opera et qui sont traitées automatiquement par la plateforme. C'est aussi une aide qui vous est apportée pour traduire les éléments qui sont dans le texte réglementaire. L'application fera automatiquement certains, voire tous les calculs que j'évoque ici. Donc ces adaptations, c'est par type de bâtiment, c'est lié aussi à la valeur absolue. La consommation dans une école, c'est pas du tout la même chose que la consommation au mètre carré dans une piscine. Donc la typologie du bâtiment rentre en compte pour définir l'objectif et notamment les valeurs absolues. Le type d'énergie employée, pour pouvoir comparer des bâtiments les uns aux autres notamment, il est important de pouvoir le prendre en compte et de travailler cette information. Les consommations d'énergie quand on est sur un réseau de chaleur public ou quand on est sur une vieille chaudière fuel qui a 15 ans, c'est pas du tout la même chose. Il y a une notion d'ajustement climatique également, et je rajouterais météorologique. L'ajustement climatique, il apparaît évident qu'un bâtiment ne va pas subir les mêmes contraintes en termes d'énergie s'il est à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes ou s'il est au bord de la plage sur la Côte d'Azur. Donc cet ajustement climatique, il tient compte de la zone climatique dans laquelle est localisé votre bâtiment pour justement ajuster les données et les retravailler. Enfin, il y a une information sur le taux d'occupation. Il n'est pas rare que les communes, notamment, mettent à disposition des bâtiments pour des activités associatives et donc avec des variations d'usage d'une année sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'une journée sur l'autre importantes. Et donc ce taux d'occupation réel, il sera à déclarer dans l'application pour que Opera ajuste justement les consommations et puisse permettre de comparer les années entre elles et donc s'assurer que vous êtes bien sur la bonne trajectoire des économies. Voilà pour ce qui est des adaptations. Encore une fois, on pourra y revenir au moment des questions. Non, je reviendrai sur la page précédente parce qu'il me restait les aspects de modulation qui sont importantes, modulation technique et modulation financière. Il se peut que vous soyez confronté à des bâtiments dont la typologie ne vous permette pas de faire ce qu'il serait nécessaire de faire pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie. À ça, 2 exemples. Sur les modulations techniques, vous pouvez très bien avoir un bâtiment qui est classé au bâtiment monument historique, ce qui apporte des contraintes en termes d'intervention. On peut imaginer que vous ne puissiez pas être en mesure de pouvoir faire de l'isolation par l'extérieur parce qu'il ne faut pas toucher à la façade. Et dans ce cas, peut-être que les travaux d'isolation par l'intérieur ou d'autres travaux techniques sont rendus impossibles ou ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis dans le décret. Dans cette configuration, le décret prévoit que vous soyez en capacité de déposer une étude technique sur la plateforme Opera à horizon 2026 pour justifier des nouveaux objectifs que vous vous fixez qui sont plus réalistes techniquement, mais également, et c'est la deuxième ligne, financièrement. Il faut, si toutefois vous vous retrouvez confronté à des solutions qui sont bien au-delà de la capacité de financement de votre commune, quand bien même les aides de l'État, du département, de la région, de l'Europe ou autres à venir qui seraient créées dans l'avenir, ne vous permettraient pas de financer, de supporter la charge de ce type de travaux. Donc voilà, ça c'est bien pensé dans la réglementation
et les modules Opera qui sont développés vont vous permettre de pouvoir apporter de l'information et justifier d'une modulation de vos objectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît, qui est un résumé finalement de tout ce que je viens de vous dire, et je remercie de nouveau l'ADUM qui est l'architecte de ce document très communicant et qui vous permet en un coup d'œil de refaire la synthèse du déroulé des obligations qui sont prévues dans le décret. Ça commence au point 1 par l'inventaire de votre patrimoine et donc de définir si vos bâtiments sont assujettis au décret tertiaire. Dans un deuxième temps, en septembre de cette année, de déclarer votre patrimoine sur cette plateforme. Dans un troisième temps, de déterminer quelle est l'année de référence pour savoir quel est l'état zéro de votre consommation d'énergie. Puis chaque année, en numéro 4, de saisir avant le 30 septembre les éléments d'information sur les consommations d'énergie de l'année précédente. Potentiellement, si toutefois c'est nécessaire, avant le 30 septembre 2026, de déposer les mémoires d'études sur les difficultés techniques, financières et les ajustements potentiels d'économie que vous soumettez, et évidemment, qui est le cœur du sujet, le cœur de l'action attendue, à l'horizon 2031, 2041 et 2051, d'agir et d'engager les travaux et les démarches nécessaires pour justement tenir ces objectifs d'économie d'énergie. Voilà pour ce qui est de la partie qui est le cœur de notre présentation aujourd'hui. Je vais laisser du coup Christelle Soré enchaîner, sauf si Sébastien, tu penses qu'on fait un temps de questions maintenant ou à la fin de la présentation. Peut-être. Merci en tout cas pour cette présentation synthétique de ce décret tertiaire et des arrêtés. Oui, peut-être s'il y a une ou deux questions sur le décret tertiaire. Alors, il n'y en avait pas dans le chat. Soit c'est déjà très connu, et tant mieux, soit j'ai été limpide, tant mieux aussi. Mais je crois moins à la deuxième qu'à la première. Alors, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, vous avez l'opportunité de pouvoir échanger avec les services de l'État. Alors, Florence Lermé. Florence. Oui, bonjour. Juste, il se disait en début d'année qu'il y aurait peut-être une diminution de la surface minimale. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à ça ou est-ce que pour l'instant, on est toujours sur 1000 m²? Alors effectivement, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé dans ses différentes dispositions d'abaisser le seuil à 500 m². Cette disposition a été reprise par amendement lors de l'examen de la loi climat résilience récemment à l'Assemblée nationale, mais cet amendement a été retoqué. Donc pour l'instant, au vu des informations dont on dispose, la limite resterait à 1000 m². La loi n'est pas encore définitivement votée parce qu'il y a le circuit parlementaire à respecter. Ceci étant, quelle que soit la limite qui sera choisie, certes, elle peut avoir une incidence là dans l'immédiateté de l'identification des périmètres, mais je rappelle que le principe global sur l'habitat et sur le bâtiment, c'est d'avoir des bâtiments zéro carbone en 2050, donc c'est tous les bâtiments. On vous engage très fortement, certes, à faire le nécessaire au niveau réglementaire pour les plus de 1000 m² aujourd'hui, en termes de déclaration et d'action, mais aussi de vous poser la question de l'action pour l'ensemble de vos bâtiments. Parce que de toute façon, à terme, et à un moment ou à un autre, la législation va évoluer, ou tout du moins, l'obligation morale que l'on peut se fixer de dire il faut rénover l'ensemble de nos bâtiments, elle oblige à traiter toutes les surfaces. OK, une autre question? J'entends quelqu'un qui parle, ou peut-être est-ce mon écho? C'est sûrement mon écho. Bon, écoutez, n'hésitez pas à utiliser le chat. Sinon, j'invite les collègues d'Alexandre à prendre la parole sur deux points complémentaires. Oui, Christelle Soré. Christelle Soré. Oui. Alors bonjour, je travaille à la DDT aussi, je suis la correspondante d'accessibilité et je préside la sous-commission accessibilité. Donc, moi, je vais vous parler de l'accessibilité. Donc, la loi du 11 février 2005 avait imposé que tous les établissements recevant du public soient accessibles en 2015, donc ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'il avait été mis en place les agendas d'accessibilité programmés, donc, qui était une programmation de travaux sur plusieurs années. Donc, actuellement, on a des dossiers pour ces travaux-là.
Et il faut savoir donc que ces travaux-là, si vous faites la rénovation de vos bâtiments, eh bien, il faut les intégrer. Ça vous fera des économies au niveau des études et peut-être au niveau des travaux. Et donc, il faut savoir que le handicap, on est tous concernés. Parce qu'il y a le handicap donc, que tout le monde imagine, la personne en fauteuil roulant. Mais il faut savoir que la population vieillit et que ça s'accompagne d'une diminution des capacités visuelles, auditives, cognitives, locomotives. Donc, les obligations réglementaires, elles sont incontournables pour 15% de la population, mais elles sont utiles pour 40% de la population et elles sont agréables, confortables pour tout le monde. Et la réglementation, donc accessibilité, ça concerne les établissements qui reçoivent du public, le logement, mais aussi les locaux de travail. Il faut savoir que normalement, les locaux de travail doivent être accessibles. On va voir la mise en œuvre donc, dans la diapositive suivante. Voilà, donc les travaux que vous allez prévoir pour la rénovation énergétique de vos bâtiments, il faut savoir qu'il y aura des dossiers, donc des autorisations de travaux qui seront instruites par les sous-commissions accessibilité et sécurité. Et donc, si vous avez des travaux qui concernent ces deux thèmes, il vaut mieux qu'ils aient été prévus, parce que sinon, on va vous les demander. Et alors, il faut savoir que ce soit en sécurité ou en accessibilité, il existe des dérogations. Donc, pour des contraintes techniques, en cas de bâtiment classé ou en cas de disproportion manifeste ou de difficultés financières. Alors, mais pour obtenir ces dérogations, il faut déposer des dossiers. Et évidemment, donc les services de la DDT sont à disposition pour vous aider pour vos dossiers et pour vous renseigner. Donc, sur la diapo, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail du service. Vous pouvez poser vos questions ou vous pouvez nous contacter. On sera ravis de vous recevoir pour parler de l'accessibilité de vos bâtiments. Voilà, et moi j'ai terminé, donc je vais passer la parole à Gwenaëlle, sauf s'il y a des questions. Alors, y a-t-il des questions sur cette question de l'accessibilité? On voit en tout cas un parallèle entre le décret tertiaire et puis la question de l'accessibilité des bâtiments, l'obligation de mise aux normes, sauf à ce qu'il y ait des contraintes techniques importantes, un classement en zone monument historique ou des contraintes budgétaires qui fait que derrière on doublerait ou triplerait, je dis des bêtises, le coût du bâtiment. Et donc on a les mêmes réflexes, c'est d'un côté l'adaptation aux situations de handicap et de l'autre côté au niveau de performance énergétique. Et le fait d'avoir une vision globale justement à l'échelle du bâtiment, que ce soit pour ces questions de performance énergétique, d'accessibilité, personnes handicapées ou même de remise aux normes, le fait d'avoir une vision globale, le fait même, je dirais, d'avoir un schéma directeur immobilier permet justement de traiter globalement le bâtiment et peut-être d'optimiser la quête de financement public. Et ça, c'est le dernier épisode, le numéro 6, le 29 juin, sur lequel on pourra revenir en tâchant d'optimiser les financements publics. Est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention de Christelle Soré? En tout cas, vous avez noté le numéro de téléphone qui s'affiche sous votre écran avec l'adresse courriel. C'est un sujet qu'on traite depuis pas mal de temps. Mais sur lequel on n'a peut-être pas forcément toujours bien avancé et qu'il faut prendre en considération au regard des enjeux. Merci Christelle, on pourra peut-être revenir sur ces questions-là. Troisième intervention des services de l'État sur la question de la qualité de l'air. Oui, bonjour à tous. Donc Gwenaëlle Davaya, je travaille également à la DDT du Puy-de-Dôme dans l'unité bâtiment durable, au sein de laquelle on a entre autres pour mission d'assurer le portage de certaines politiques publiques qui relèvent du bâtiment, notamment la qualité de l'air intérieur, pour lequel je vais vous présenter le dispositif réglementaire et pourquoi c'est un sujet qu'on vous invite à intégrer lorsque vous conduisez des opérations de rénovation globale de vos bâtiments. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les enjeux, donc la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler depuis, je dirais, les années 2010. Donc on se rend compte que la pollution de l'air, dont on a beaucoup entendu parler depuis plus longtemps encore au niveau extérieur, est également un véritable sujet au niveau intérieur, notamment parce qu'on passe en moyenne 80% de notre temps dans des espaces intérieurs. C'est même 95% pour les publics les plus jeunes. Et les effets de mauvaise qualité de l'air peuvent aller d'un inconfort jusqu'à des problèmes plus graves,
Donc là, on a noté quelques chiffres clés. Les asthmatiques, il y en a de nombreux en France, des insuffisances respiratoires assez graves et même des maladies chroniques. Qui font qu'il y a également des enjeux économiques autour de la santé et donc d'un coût chaque année pour la société. Et enfin, éducatif, car on sait que le confinement, notamment dû au CO2, induit une diminution des performances scolaires et un inconfort. Les polluants ont plusieurs origines, ils peuvent être d'origine extérieure, comme tout ce qui est monoxyde de carbone, plomb, certaines particules, agricoles également. Il y a des polluants dans les sols, notamment le radon, pour lequel on est en zone risque élevé en Auvergne, enfin, particulièrement dans le Puy-de-Dôme. On pense aussi au pollen. Et ils sont aussi d'origine intérieure, qu'on trouve notamment dans les produits de construction, d'ameublement et de décoration qu'on peut utiliser, ou encore les appareils à combustion, certaines plantes, etc., etc. Donc, en ce qui concerne le dispositif réglementaire, c'est la diapo suivante. Donc, depuis la loi Grenelle 2, c'est en 2010, il me semble, le gouvernement impose la surveillance de la qualité de l'air dans certains ERP, donc établissements recevant du public, pour les populations sensibles. Donc, c'est notamment le cas depuis 2018, janvier 2018, pour tous les établissements collectifs d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, donc qui concernent assez largement les collectivités locales, donc les crèches, les garderies. C'est également le cas pour les établissements d'enseignement du premier et du second degré, depuis 2020, c'est un peu plus récent. Et à partir de 2023, il y aura également toutes les structures sociales, médico-sociales, les piscines couvertes et les établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc, on est sur une réglementation qui s'applique depuis 2018, mais qui s'élargit jusqu'à 2023 et qui induit donc des obligations. À savoir, donc là aussi, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on impose dans cette réglementation? Il faut que chaque gestionnaire des ERP qu'on a listés juste avant assure tout d'abord une évaluation de ses moyens de ventilation et d'aération. Donc, ça se fait à l'aide d'un rapport type qui est disponible assez facilement sur Internet. Si on tape qualité de l'air à l'intérieur dans un navigateur, on va tomber sur le site du ministère de la Transition écologique et on aura tous les documents qui permettront de mettre en œuvre une campagne. Donc l'idée, c'est de constater la présence des ouvrants qui donnent sur l'extérieur, qui sont facilement accessibles, qui s'ouvrent, qui sont manœuvrables, et de vérifier également que les bouches et les grilles d'aération ne sont pas bouchées et donc fonctionnent. Donc c'est le premier point. Une fois qu'on a lancé cette première évaluation, on a par la suite deux choix sur la mise en œuvre d'un plan d'action. La première, c'est souvent celle qui est réalisée, c'est de lancer, c'est à l'aide d'une grille d'autodiagnostic, c'est d'approfondir l'évaluation et ensuite de mettre en place un plan d'action. Donc ça peut être fait directement par les équipes de gestion, les services techniques par exemple, ou le personnel de l'ERP, pour ensuite, à l'aide d'une grille qui est aussi disponible sur le site du ministère, déterminer quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air intérieur. L'autre solution, c'est de faire appel, cette fois-ci, à un professionnel, donc qui va pouvoir venir lancer une campagne de mesure au sein de l'ERP. Donc, il faut que ce soit des laboratoires spécialisés accrédités COFRAC. Et donc, on peut avoir donc, des fréquences, donc à peu près tous les 7 ans, voire tous les 2 ans en cas de dépassement, une campagne d'évaluation et de vérification de l'air intérieur dans l'établissement. Les substances qui sont mesurées sont, alors je vais vous donner le nom, le formaldéhyde, le benzène, le CO2, et sont réalisées, donc il y a 2 périodes d'évaluation, il y en a une en période de chauffe et une en période hors chauffe. Lorsqu'il y a des dépassements, le laboratoire doit en informer le préfet et il faut bien évidemment mettre en place aussi un plan d'action pour prévenir l'arrivée des polluants et trouver des actions correctives pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
On peut basculer sur la diapo suivante. Alors, comment agir derrière? Que ce soit à partir de la campagne de mesure ou à partir directement du plan d'action qui est réalisé en interne. Donc, il y a plusieurs moyens à mettre en place. Tout d'abord, on peut simplement agir sur les produits de construction ou les produits d'entretien qu'on va utiliser dans notre ERP. Donc, choisir des performances écolabels, vérifier les étiquetages réglementaires lorsqu'on acquiert des produits de construction, ou plus largement dans une démarche de rénovation, imposer, discuter avec les équipes de maîtrise d'œuvre pour que soit imposé dans les produits de construction ou dans l'ameublement qui sera installé derrière, donc un étiquetage qui soit conforme, qui permette une qualité de l'air améliorée. Alors, d'autres bonnes pratiques beaucoup plus simples, hein, c'est tout simplement aérer et s'assurer qu'on ventile bien nos locaux. J'ai mis en exemple la mise en place de capteurs connectés. Alors, ça se fait, on a eu des exemples dans les écoles, par exemple. C'est des petits capteurs qui viennent mesurer le CO2 et c'est assez ludique. Disons que ça incite à ouvrir les fenêtres parce que des fois, il y a un smiley qui se met en rouge pour dire attention, la qualité de l'air se dégrade. Et donc, ça incite aussi tous, notamment les enfants en l'occurrence, à être acteurs de ce sujet-là. Donc, enfin, je dirais dans les bonnes pratiques, et là, on va plus sur le volet des travaux. C'est d'autant plus un sujet pour moi qui est important dans la mesure où, quand vous allez lancer des travaux pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, vous allez beaucoup travailler sur l'isolation. Par exemple, améliorer l'isolation des bâtiments, l'isolation par l'extérieur notamment. Et lorsqu'on améliore l'isolation, il faut forcément améliorer derrière la ventilation parce que les locaux étant mieux isolés, il ne faut pas faire une capsule. Donc, ce qui est très important, c'est d'agir sur ces deux volets-là et notamment en installant, lorsque c'est possible, des VMC double flux qui permettent d'abord de diminuer les consommations de chauffage, d'améliorer le confort, l'acoustique également, parce qu'il n'y a plus d'entrée d'air dans les fenêtres, mais enfin, qui permet d'améliorer la qualité de l'air, parce que grâce au filtre, en fait, on filtre les pollens, les moisissures, les particules fines, les bactéries, et donc on améliore fortement la qualité de l'air intérieur. Merci Gwenaël pour cette présentation sur les enjeux hyper importants de la qualité de l'air intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que du fait de la concentration, et Gwenaël l'a dit, c'est clair qu'on est plutôt dans une optique à isoler les bâtiments, donc confiner, excusez-moi du terme, sans forcément se poser la question de la rénovation des systèmes de renouvellement d'air. Et il faut l'avoir en tête dès lors que vous travaillez sur du patrimoine bâti, qu'il soit public ou privé. Si vous étanchéifiez les bâtiments pour améliorer la performance énergétique et le confort, il faut aussi travailler sur le renouvellement de l'air pour en faciliter la qualité, tout en prenant soin aussi d'acheter des matériaux biosourcés ou des produits d'entretien qui soient plutôt biologiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question importante de la qualité de l'air intérieur ou des compléments peut-être? Non? Quelqu'un a levé la main. Ah, pardon. Monsieur Pontruchet. Monsieur Pontruchet, du Cendre. Oui, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Sébastien. J'ai noté le capteur CO2 à 80 €. Effectivement, étant donné que sur la qualité de l'air, on peut être aussi sur de l'auto-analyse. Donc, on peut passer par une personne accréditée Ecofrac, ça je l'ai compris aussi. Mais on peut le faire nous-mêmes. Donc, on a effectivement des choses qu'on va trouver sur des sites internet. Les capteurs, par contre, je trouve ça plutôt, au-delà de que ce soit ludique, c'est vachement intéressant pour l'auto-analyse. Et j'ai noté capteur CO2, mais on a d'autres produits polluants. Est-ce qu'il existe des fabricants qui se sont lancés dans ces fabrications de capteurs autres que CO2, puisqu'on a relevé qu'on avait d'autres choses, comme les COV, enfin, il y a plein d'autres choses, quoi, en fait. Gwenaël, est-ce que vous avez une réponse à ça? J'en ai une, mais je compléterai vos propos si vous avez une réponse. Si vous en avez une, elle sera sûrement plus complète que la mienne.
Moi, à ma connaissance et sur ce qui est déployé actuellement, c'est principalement pour le grand public des capteurs de CO2. Après, peut-être qu'il y a d'autres capteurs qui vont au-delà de ces mesures-là, mais je ne le connais pas, ce type de dispositif. Alors, on a à l'ADEME acheté pour le compte des collectivités adhérentes, oui, des capteurs CO2 donc à disposition. Donc Bruno prendra tâche auprès de Alice, hein, qui suit votre commune pour installer ça, notamment dans les groupes scolaires ou d'autres équipements. Et puis on a acheté 2 autres systèmes qui sont un peu chers, mais avec des cartouches. Et on a une vingtaine de cartouches qu'il nous faut consommer assez rapidement, qui sont stockées en frigo et qui se périment tout prochainement et qui permettent de mesurer d'autres polluants atmosphériques que le CO2 et notamment les COV. Donc, pas de souci, on peut passer nos cartouches parce qu'on en a besoin. Et donc, si la commune du Sandre souhaite faire ce type de mesure-là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il faut qu'on les consomme assez rapidement. Je crois que c'est juillet, donc autant le faire quand il y a des enfants qui sont à l'intérieur. Alexandre, peut-être un complément? Non? Non, voyons leur tournée. Je pense qu'il faut pouvoir Voilà. profiter du témoignage de Philippe Truchy de la SPL Osée. Allez, Philippe Truchy, merci en tout cas Bruno, merci Gwenaël, merci Christelle et merci Alexandre pour vos interventions et présentations. Je rappelle que la présentation sera disponible sur site avec le replay et les commentaires derrière. Les deux Philippe, ou en tout cas Philippe Truchy. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, sans souci. Très bien. Et on t'entend bien. Je vais commencer tout de suite puisque le temps est compté finalement. Une première diapo qui vous présente la SPL d'efficacité énergétique, plus connue peut-être sous le nom de SPL Osée, qui travaille sur le territoire de la rénovation énergétique, enfin sur le territoire de l'ensemble de la région sur le sujet de la rénovation énergétique, avec un extrait des statuts. Le but, c'est d'aider les collectivités dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation et d'intervenir sur des rénovations complètes de l'ensemble des bâtiments. J'y reviendrai un tout petit peu après. Juste vous préciser quand même que cette société publique locale, donc elle existe depuis 2013. Elle a débuté son activité avec 11 actionnaires, dont la région actionnaire principale. Et aujourd'hui, c'est une SPL qui peut travailler, puisque comme toutes les SPL, elle ne peut travailler que pour ses actionnaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole du Grand Lyon, 23 communes, dont vous avez la liste à droite, et le CIEL, syndicat d'énergie de la Loire. Et avec une évolution programmée suite à tout ce qui a pu être évoqué, le décret tertiaire, les nouvelles élections, les élections municipales qui ont eu lieu en 2020, de nouvelles équipes qui se sont engagées dans des démarches et qui vont nous emmener finalement à un nombre d'actionnaires qui va dépasser les 30 dans l'année 2021. Sur cette diapo, je vous présente donc les objectifs qui ont été fixés au moment de la création de la SPL Osée en 2013, par la réflexion menée par la région à l'époque. L'objectif était de nous faire travailler sur des rénovations globales de bâtiments, des rénovations qui nous emmènent au niveau BBC, avec une réduction significative des consommations d'énergie. Bon, au niveau BBC, c'est un calcul réglementaire qui n'est pas lié à un objectif de performance énergétique, c'est une vérification par le calcul. Mais le résultat de ces opérations réalisées au niveau BBC nous emmène à des réductions très significatives des consommations d'énergie, très fréquemment de 40 à 70% de réduction. Et également, ça s'accompagne d'une réduction très forte des émissions de gaz à effet de serre. On a assez couramment jusqu'à 80% de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Également, un sujet, ça a été évoqué, outre le fait de ne pas consommer, essayer de développer les énergies renouvelables, ce qui est souvent le cas sur nos projets, avec notamment le développement des centrales photovoltaïques sur les bâtiments, ou la mise en place finalement de centrales, de chaufferie bois, pardon. Ces opérations, alors on les réalise, c'est un petit peu caché là par le petit item qu'on voit à droite, on les réalise au travers de marchés globaux de performance énergétique, on appelait ça les CREM il y a quelques années,
les marchés de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Ce sont donc des marchés qui font appel à une équipe complète composée d'architectes de bureaux d'études, mais aussi d'entreprises, bien sûr, souvent le mandataire du groupement et l'entreprise, qui va réaliser les travaux, qui va en faire une partie, mais qui va aussi sous-traiter une partie des travaux, et puis une entreprise spécialisée dans l'exploitation de ces bâtiments publics, enfin de ces bâtiments, et notamment, bon, c'est les grands noms de ce domaine-là, on connaît tous les Dalkia, IDEX et autres, mais aussi beaucoup d'entreprises locales qui ont développé une activité sur l'exploitation des bâtiments, c'est-à-dire la maintenance des chaufferies, des systèmes de ventilation, etc. Je vais passer sur une diapo que je vais passer quand même assez rapidement, juste pour vous décrire que ces opérations, elles sont un petit peu atypiques par rapport à ce que vous pouvez connaître classiquement, on va dire, le terme utilisé est le terme loi MOP, hein, puisque ces opérations en loi MOP, vous désignez un maître d'œuvre qui fait des études, et puis on s'engage dans une opération classique. Là, on est plutôt sur un mode de réalisation qui fait appel à la passation d'un seul marché, qui est directement un marché de travaux, puisque finalement, ce marché dans lequel on trouve architectes, bureaux d'études, entreprises et exploitants, c'est un marché de travaux. Donc, classiquement, après des phases d'études, d'audit énergétique qui peuvent durer de l'ordre de 6 mois sur une opération, on passe un marché, c'est de l'ordre de 10 à 12 mois, et ensuite on passe en phase de conception-réalisation avec, là, du coup, les démarches habituelles, administratives, permis de construire et autres, et puis on passe en phase travaux. Et bien sûr, sur ces marchés publics globaux de performance, qui sont des marchés longs, de 8 à 10 ans souvent, on a une phase importante qui est la phase d'exploitation-maintenance, qui permet de donner aux titulaires, enfin au groupement qui constitue ce marché, toutes les billes finalement pour s'engager sur la performance énergétique du bâtiment, et ce pendant un certain nombre d'années, comme je l'ai évoqué. Je pense qu'il pourra y avoir des questions. Je vous propose d'avancer sur la présentation. Sur le financement des projets, bon, même si ça fait l'objet d'une web série numéro 6, bon, cette diapo évoque le contexte actuel, bien sûr, un contexte économique qui est plutôt favorable, les taux d'emprunt sont très bas. Par contre, pour les collectivités locales, une situation qui peut être particulière depuis quelques années et qui peut tendre quand même la question de la capacité des collectivités à réaliser tous ces projets. Mais d'un autre côté, on a aussi des aides possibles qui sont plutôt importantes au niveau de la DSIL, par exemple, des fonds européens FEDER. Il y a le plan de relance européen, il y a le bénéfice des certificats d'économie d'énergie, les C2E, dont la valeur a augmenté ces dernières années, et surtout ça s'ajoute, on va dire, sur les contrats de performance énergétique, c'est-à-dire un MPGP, c'est un contrat de performance énergétique. Il y a une bonification des C2E qui peut permettre de les multiplier par 2 sans trop de difficultés. Et puis vous avez, bon, je l'ai un peu évoqué plus haut, mais les offres long terme de la Banque des Territoires. Et bien sûr, parmi tout ça, on ne pas oublier quand même de citer la réduction de la facture énergétique, hein, puisque une fois l'opération réalisée, c'est forcément une dépense énergétique réduite pour la collectivité. Bon, aujourd'hui, juste pour moi en tant que directeur de la SPL, je vous présente aussi quelques projets parce que je pense que c'est bien d'illustrer, c'est un petit peu la demande d'illustrer ce qu'on peut faire actuellement. Bon, quelques images là pour illustrer ce qui est en cours sur le lycée des Combrailles à Saint-Gervais d'Auvergne, sur votre territoire. C'est d'ailleurs un bâtiment sur lequel on isole les façades par l'extérieur avec de l'isolant biosourcé, c'est de la laine de bois. Donc ça va dans le sens de ce que vous évoquiez sur Alexandre Breteau sur le sujet, et également votre collègue sur la qualité de l'air. Bon, là, on est à l'extérieur, mais on essaye de pousser les curseurs sur l'utilisation de ces matériaux biosourcés. Ensuite, je vais vous présenter un exemple de réalisation qui est la rénovation énergétique de l'école Bel Air, donc c'est dans l'Isère, à Hébin. C'est un bâtiment qui était, avant travaux, relativement dégradé. Vous voyez quelques images en haut à gauche, c'est une façade en béton un petit peu tristounette. Au centre, vous avez une façade mur rideau avec des couleurs orange, jaune. Une façade qui présentait finalement un gros défaut, c'est qu'elle était très mince, donc avec
des apports passifs qui étaient certes corrects quand le soleil donnait sur la façade, mais qui pouvaient vite devenir problématiques lorsque la chaleur montait à partir du mois de mai, juin ou même en septembre. Façade plutôt orientée sud-est. Le contexte, c'est qu'on avait aussi de l'amiante dans ces allèges. On avait sur ce site-là des dalles de sol amiantées, des cloisons qui n'étaient pas conformes vis-à-vis de la sécurité incendie. Ça rejoint un petit peu la discussion tout à l'heure sur la question de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on considère sur ces opérations qu'elles ne peuvent se faire sans embarquer avec la rénovation énergétique tous les aspects de la réglementation, que ce soit la sécurité incendie, l'accessibilité, et bien sûr, on a des travaux induits comme les travaux de désamiantage. Bon, sur ce site, on avait des chaudières relativement anciennes également. Et donc, l'objectif du projet, ça a été de partir sur une opération de rénovation globale de cette école avec 50% d'économie d'énergie, alors exprimée en énergie primaire, mais je ne vais pas trop insister sur l'écart entre énergie primaire et énergie finale. Donc, concernant l'école élémentaire, je précise que ce site Bel Air comporte une école élémentaire, une maternelle et un centre culturel municipal. Donc, nous, on intervenait sur l'école élémentaire, le niveau BBC Rénovation, et puis une requalification complète de cette école, puisque vous avez vu qu'elle était, sur le plan architectural, relativement datée et en mauvais état. Et bien sûr, rechercher l'impact économique et environnemental sur l'ensemble du site Bel Air, c'est-à-dire l'ensemble des autres bâtiments. Et donc, le coût d'opération, c'était plus de 2,2 millions TTC, avec un financement d'ailleurs du FEDER qui a approché les 500 000 € sur cette opération, donc ce qui est loin d'être négligeable, et d'autres financements, mais je ne les ai pas tous indiqués là. Bon, c'est un bâtiment qui représentait un peu plus de 1200 mètres carrés, avec qui datait de 1973, donc juste l'époque de la première crise pétrolière, uniquement un usage élémentaire. Et vous avez un petit camembert là qui vous présente, qui répartit la nature des travaux réalisés. Les travaux d'efficacité énergétique représentaient 63%, alors que, par exemple, les autres travaux, ce qu'on a mis dans les autres travaux, 16%, et les travaux d'accessibilité et de sécurité incendie, respectivement, 6 et 5%. Et sur cette opération, les travaux de désamiantage ont été assez conséquents, représentés en tout 16%. Bon, je ne vais pas vous détailler toutes les actions qui ont été menées sur ce projet, mais forcément, le traitement de l'enveloppe du bâtiment, je vais y revenir un tout petit peu au travers de quelques diapos, l'isolation des murs par l'extérieur, des toitures, et bien sûr, on a refait l'étanchéité. On a isolé le plancher des classes situé au-dessus du préau, qui est un préau qui donne directement sur l'extérieur, non fermé. On a remplacé toutes les fenêtres et portes extérieures et installé des brise-soleil orientables. Et là, vous avez une petite image, une petite vue d'architecte. En cours de travaux, voilà ce que ça pouvait donner. Vous apercevez en bas à droite une image vue de l'intérieur d'une salle de classe avec la proposition de l'architecte qui a été de créer des grandes baies vitrées, au moins une par salle de classe. On le verra un petit peu plus loin. Et vous voyez aussi en bas à gauche ce que peut donner le confinement d'une zone de désamiantage, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des zones qui sont entièrement bâchées hermétiquement pour pouvoir faire ces travaux de désamiantage. Justement, peut-être pour avancer, Philippe, sur la question du réglementaire et sur la question de la qualité de l'air, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites tout à l'heure, Bruno parlait de campagne de mesures. Est-ce qu'il y a des mesures avant qui ont été faites, après coup, justement, sur cette question de la qualité de l'air pour respecter l'aspect réglementaire? Alors non, pas sur cette école. Ce qui est sûr, c'est que je vais le préciser après, on a installé une ventilation double flux sur cette école. Donc on a effectivement créé une enveloppe hermétique, tu as utilisé le terme confiné tout à l'heure, une enveloppe effectivement confinée, parce que par rapport à un bâtiment ancien, vous savez que sur les bâtiments anciens, l'air rentre un petit peu partout, par les fenêtres, par les façades, voire par les gaines, c'est souvent le cas, par les gaines qui sortent en toiture. Là, on a rénové entièrement le bâtiment, il est donc beaucoup plus étanche, on mesure l'étanchéité à l'air, on fait des tests d'étanchéité d'ailleurs sur ces projets, et au bout du compte, pour permettre d'assurer la bonne ventilation des locaux,
on propose d'installer une ventilation double flux qui va amener de l'air depuis l'extérieur, mais cet air va être préchauffé par l'air qui sort, donc ces systèmes d'échangeurs qui permettent, comme ça a été dit tout à l'heure par l'intervenant sur la qualité de l'air, qui permettent à la fois d'amener de l'air neuf qui est filtré et préchauffé, et puis d'assurer une ventilation en continu des locaux, des salles de classe, puisqu'on sait bien que dans une salle de classe, il y a 25 élèves par exemple, et que le taux de CO2, le taux de polluants augmente au fur et à mesure que les heures passent et que les locaux quand les locaux ne sont pas ventilés par ouverture des fenêtres, on a ce phénomène qui se passe, d'où les capteurs de CO2 qui permettent de mesurer ça. Là, quand on a une ventilation double flux, quelque part, le système fonctionne et assure une baisse du taux de CO2 et une bonne qualité de l'air. Voilà. Donc, mais pas de mesure sur celui-là. On a quelques projets qui ont été réalisés sur des sites particulièrement sensibles sur la qualité de l'air extérieur et donc intérieur aussi. C'est notamment dans la vallée de l'Arve, près de Chamonix, à Passy, où on a rénové 3 écoles. Et là, la ville avait fait intervenir un laboratoire de l'Université de Savoie qui a fait des mesures avant travaux et on a fait des mesures après travaux. Et on a pu mesurer les écarts très importants qu'il y a, notamment sur les émissions de CO2, les taux de CO2 mesurés dans ces classes. Sur le bâti, bon, je ne reviens pas trop sur ces diapos, mais enfin, vous voyez quelques images d'architectes. On a refait entièrement tout ce qui est sol, plafond, éclairage, les sanitaires. Donc vraiment une opération qui est plus que de la rénovation énergétique. Sur les équipements, cette opération incluait la création d'une chaufferie bois et gaz, parce que finalement on a un secours au gaz naturel, mais une chaufferie qui chauffe également l'école élémentaire qui représente 6 classes et le centre de loisirs et de culture. Donc une opération qui a un périmètre quelque part sur le plan du chauffage plus large que l'école élémentaire. On a bien sûr, on est intervenu sur différentes choses sur le chauffage, l'éclairage, et puis, alors là, ça rejoint l'aspect réglementaire, l'accessibilité. Ces écoles sont souvent des écoles qui ne comportent pas d'ascenseur, donc on sait que sur le plan de la réglementation, il est nécessaire que toutes les fonctions qui sont disponibles dans un bâtiment puissent être accessibles à une personne à mobilité réduite. Donc là, on a peu de salles de classe au rez-de-chaussée, elles sont majoritairement au premier et au deuxième étage. Donc il était absolument nécessaire d'avoir un ascenseur, ce qui a été intégré. Et donc ça contribue, ce genre d'opération, à tout traiter. Et finalement, en même temps qu'on a traité l'accessibilité, on a implanté une chaufferie. Enfin, tout ça a été bien pensé par l'architecte et ça nous a permis de traiter l'ensemble du sujet réglementaire. Bon, quelques images de l'opération une fois livrée avec l'équipe municipale qui était présente. Et puis, vous voyez sur la photo en haut à droite, le traitement d'une entrée. Il y a aussi parfois des aspects fonctionnels qui s'ajoutent à ça. Créer une vraie entrée sur une école, c'est parfois important. Sur cette école, les gens passaient un portail qu'on aperçoit en cours. C'est le portail qui est à droite, là, un petit portail vert. Mais là, il y a une vraie entrée maintenant avec un portail. Et à terme, bien sûr, la ville continuera l'aménagement, les aménagements extérieurs. Merci Philippe. Peut-être aller une ou deux diapos supplémentaires pour présenter ou sur les voilà, par rapport au décret tertiaire justement, et puis on passe aux questions-réponses dans la foulée. Hein, peut-être juste pour vous présenter ce graphique très rapidement, mais pour vous dire que sur l'ensemble du complexe, bon ben, on a fait baisser assez significativement les consommations d'énergie avec l'introduction de la chaufferie bois. Sur cette autre diapo, on voit juste sur l'aspect école élémentaire la référence qui était ce qui nous a servi de base, c'est-à-dire dans quel état était le bâtiment lorsqu'on a commencé notre étude par un audit, et l'objectif qui a été ajusté, qui est au centre, et puis les consommations réelles sur la période étudiée. Donc, je vous ai évoqué l'objectif de 50% d'économie d'énergie. Ben, on a fait 23% d'économie d'énergie supplémentaire par rapport à cet objectif. Et puis, sur la qualité de l'air, sur cet aspect-là, je voulais évoquer quand même, faire un petit focus sur la ventilation. Effectivement, ce qu'on a pu constater sur les cas où on a des mesures qui ont été réalisées sur des écoles, le taux de CO2 reste toujours inférieur à 1000 ppm, qui est le seuil fixé par la réglementation, alors que lorsqu'on est sur une salle de classe sans ventilation, on peut parfois atteindre 3000 ppm sans cette ventilation.
Donc, on a forcément une qualité de l'air qui est bien plus favorable pour les élèves et les instituteurs. Et puis, ça a été dit, la filtration des particules, même si c'est une filtration partielle, parce que les filtres ne peuvent pas arrêter toutes les particules qui sont présentes dans l'air. Et après, j'évoque quelques freins parce qu'il est nécessaire d'en parler quand même. Ça nécessite d'accepter d'investir, hein, puisque c'est des coûts d'investissement significatifs que de travailler sur l'installation d'une double flux dans un bâtiment. C'est aussi un besoin d'entretien assez régulier avec des coûts associés. Et puis, il faut s'adapter à l'existant. Et vous avez quelques images de cas où on a pu traiter, avec l'accord de la ville, de la ventilation double flux en laissant les gaines apparentes dans les circulations. Et puis pour finir, j'arrêterai là, une comparaison sur la ventilation naturelle. On a deux courbes là vous avez une valeur en orange, vous voyez qu'on a une courbe qui passe au-dessus d'une valeur à 1000 ppm, et puis une courbe en bleu qui reste bien en dessous, 600-700 ppm. Ce sont au cours de la journée, les mesures qui ont été faites sur deux projets. La courbe en bleu, c'est un projet où on a une ventilation double flux, et la courbe en orange, c'est un cas qui a rien d'exceptionnel, qui est un cas très courant, où on a des valeurs en taux de CO2 qui sont supérieures, et je disais qu'on peut atteindre jusqu'à 3000, ça a été assez souvent mesuré par des laboratoires. Voilà. Donc, dire quand même que cette ventilation double flux, elle a un grand intérêt, même s'il faut bien sûr accepter d'investir assez largement pour cela, quoi. Allez, Voilà. merci Philippe. Désolé de te presser sur cette présentation qui aurait mérité au moins 2 à 3 heures. Je rappelle que la fois prochaine, on aura une présentation justement sur des rénovations plus globales, du même type que celle présentée sur cet établissement, le Bel Air, le bien nommé. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à cet exemple présenté par Philippe, et puis le parallèle fait par rapport au volet réglementaire, notamment décret tertiaire, qualité de l'air intérieur et même accessibilité? Ou est-ce que la fin vous broie les boyaux de telle façon qu'on va être amené à arrêter? En tout cas, ce que je note, moi, c'est que le MPGP, le marché public global de performance, a son utilité, puisque d'un objectif de 50% fixé initialement par la collectivité, on a fait 23% de performance en plus. Donc, c'est quand même notable. Et c'est un outil qui est fort utile, notamment quand on veut faire de la rénovation avec de l'ambition. Certes, il faut investir, mais tu l'évoquais tout à l'heure, il y a des subventions et c'est l'objet de notre épisode numéro 6. Et puis j'insisterai aussi sur la transformation des bâtiments que cela engendre, puisque vous avez vu l'écart sur cette école, c'est vraiment significatif. Ça l'est à peu près toujours de toute façon. C'est tout à fait. C'est d'un point de vue architectural, visuel, ça remet un coup de boost à des bâtiments qui sont parfois dans leur jus, avec tout ce qui va avec en termes de performance énergétique, qualité de l'air et même de confort pour les usagers, notamment nos chères têtes blondes. Des questions, des remarques, des compléments? Monsieur le Président, me semble-t-il, vous nous avez rejoint, Rémi, si tu es en ligne, parce que je sais que Rémi. Non, c'était juste. Bah, écoute, merci de me donner la parole, juste pour vous remercier tous pour remercier nos intervenants de leurs apports pertinents et enfin extrêmement utiles. On a vraiment besoin de tout ça et on a besoin de ces témoignages et ces exemples en ce moment. Et enfin, ce témoignage de ces exemples, de ces données théoriques, de ces données réglementaires, etc. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Et puis merci aux participants de s'être mobilisés pour ce troisième. Alors ce troisième webinaire, je note qu'on est un peu moins que sur les deux. Enfin, on est significativement moins que sur les deux précédents. Il n'est pas impossible de considérer que le sujet réglementaire passionne moins tout le monde. Passionne moins largement. Il n'empêche qu'il est indispensable et que je suis persuadé que ceux qui sont mobilisés aujourd'hui y auront trouvé leur intérêt et sauront faire passer le message auprès d'autres. Donc, écoutez, merci encore. Merci Sébastien et à l'équipe de la DUM, à Sébastien, à Stéphanie et aux autres pour l'organisation. Et puis, à très bientôt pour les prochains. Merci. Rendez-vous 1er juin donc, sur la question de la rénovation globale. Merci au service de l'État. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir.